répondre. Alexandre Richard, conseiller en sécurité financière, partenaire pour le cabinet de services financiers bénévoles, numéro de permis 261420, un vrai de vrai. Et vous avez l'adresse, bien sûr, sur le site web que vous allez voir défiler en bas ici, ainsi que sur Facebook et son numéro de téléphone. Vous pouvez poser des questions. Et ben voilà. Bonjour Alexandre. Salut Daniel, ça va bien? Très bien, et on t'entend très bien. Super. Oui, alors, parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais? Conseiller financier, donc spécialisé même aussi dans les régimes de retraite. Oui, exactement. En fait, moi, avant, faire une histoire courte, avant, j'étais à la Banque nationale. Mais depuis que je suis arrivé chez Beneva en septembre 2023, je me suis lancé là-dedans justement parce que je pouvais être 100% à mon compte. Puis en fait, mon travail dans la vie de tous les jours, c'est de conseiller les gens sur leurs finances personnelles, d'allouer l'argent à la meilleure place en fonction de à la fois leur réalité, leurs objectifs financiers, puis leur budget également. Donc, c'est un portrait total, global, qui enveloppe plusieurs choses. Les gens, là, on est en 2024. Tu as vu les dernières années, bien sûr, on a des bonnes fluctuations financières qui s'en viennent. Est-ce que tu as vu des petits changements récemment se produire dans les marchés? Oui, il y a eu plusieurs changements, plusieurs changements au niveau des taux, quelques mauvaises nouvelles économiques par les temps qui couraient. On a vécu également la COVID dans les dernières années. Ça, écoutez, c'est un sujet qu'on même aujourd'hui, on parle encore. Puis également, on ne se le cachera pas, les élections américaines là, de ce temps-ci, j'imagine que tu en as parlé aujourd'hui, ça brasse pas mal. Puis face à cette réalité-là, ça a des incidences sur les marchés boursiers, on ne se le cachera pas. Oui, et je me rappelle, 2020, il y avait des conseillers financiers qui disaient au monde, à cause, pas 2020, 2016, l'élection de Trump qui s'en venait, donc il y avait une réforme fiscale qui s'en venait. Puis 2016-17, il y avait des gens, des firmes de placement qui disaient au monde, arrêtez de prendre des actions américaines, c'est risqué à cause de Trump. Toi, je ne sais pas si tu l'avais vu, mais comment tu vois une réaction de même? C'est une bonne stratégie ou pas de faire ça de se fier uniquement à une décision politique? Et j'ai déjà fait l'erreur à la bourse de me fier à une compagnie parce qu'elle avait été sauvée par le gouvernement à l'époque d'Obama quand il y a eu l'histoire des subprimes. Quoique, je n'ai pas perdu, au contraire, j'ai eu des warrants, en tout cas. Faire une histoire courte, une grosse, c'était le AIG. Et j'avais une coupe de banque que j'avais pris à l'époque que le gouvernement avait sauvé. Donc, décision politique, on se dit, ça va les aider, mais plus ou moins. Comment tu vois ça quand quelque chose intervient là-dessus? Donc, les firmes de placement, ils disent, allez pas là-dedans à cause de raisons politiques. Je vous dirais qu'il faut en prendre puis en laisser, peu importe des fois ce que les compagnies disent. Pourquoi? Moi, personnellement, dans tous les portefeuilles de mes clients, il y a des actions américaines. Pourquoi? Premièrement, les États-Unis, c'est les big boss dans le monde. Peu importe les décisions qu'ils prennent, ça a des répercussions. Fait que je vous dirais, il ne faut pas nécessairement mettre une participation majoritaire dans des actions américaines, des fois diversifiées avec le Canada, comme par exemple. Mais c'est sûr que moi, j'aime bien l'expression quand les États-Unis toussent, le Canada attrape la grippe. Ça veut dire que peu importe qu'est-ce que les États-Unis décident, ça a des répercussions sur nous, ça a des répercussions dans le monde. C'est important de ne pas négliger non plus des participations dans des actions américaines parce que, justement, si l'économie américaine va bien, ça va aller bien dans les marchés boursiers. Puis c'est pas parce que l'économie américaine a un petit recul qu'il faut négliger des participations dans ce type d'action-là. C'est toujours important d'avoir une participation dans notre portefeuille dans les actions américaines. Et voilà, une balance, quoi. Donc, c'est très bien. Ben oui. Et j'avais une question, puis là, je ne l'avais pas vue. Peut-être que tu l'as vu, je ne sais pas. Si j'ai vu les minières d'argent, elles montent et ça va exploser bientôt. First Majestic Silver, Fortuna Silver Mines, Bear Creek Mining. Et ça fait déjà quelques mois que j'entends parler de rumeurs d'argent qui montraient très, très haut, même jusqu'à 90 l'once. Je ne sais pas si tu as suivi un peu le marché des minières d'argent ou l'argent tout court, le marché. Comment tu vois ça avec l'or et les métaux? Encore une fois, c'est sûr que quelqu'un qui investit beaucoup son argent dans les marchés boursiers, je vous dirais de ne pas négliger non plus les matières premières, parce que les matières premières,
Ben, ça le dit dans le mot, c'est des matières premières, c'est des choses que si ça va moins bien économiquement, qu'est-ce qui arrive? Ben, les gens vont se tourner vers des ressources qui ne perdront jamais leur valeur. Puis c'est toujours, tu sais, quand on parle d'or, d'argent, de métaux précieux, de toutes ces choses-là, ben c'est sûr que je dirais pas que c'est du revenu fixe, là, mais ça reste quand même quelque chose qui va tout le temps conserver sa valeur. Fait que c'est sûr que d'avoir des participations dans des choses comme ça, c'est une valeur ajoutée à notre portefeuille, là, ça c'est certain. Excellent. Ouais, quelques commentaires, une autre expression, quand les USA pètent, le Canada s'en merde. Si Exactement. Tout le monde achète les métaux, les prix montent, oui. Ben, si on revient sur l'élection, est-ce que cette élection, donc américaine, Trump, mais même je dirais Trump ou Kamala, peu importe, peut nuire aux échanges commerciaux entre les deux pays? On sait qu'il y a eu un accord de libre-échange qui a été renégocié. Personnellement, je ne vois pas de plus. C'est sûr que dans les deux cas, ils vont travailler. Je ne sais pas si vous avez-vous une perspective là-dessus sur l'élection à l'interne, parce que des grosses firmes de compagnies d'assurance actuellement ou financières, il y a des mémos qui circulent à propos de l'élection potentielle de Trump. Donc, vous, avez-vous des mémos, quelque chose de même? Pas énormément. Là, je vous dirais, c'est sûr que moi, je suis ça énormément parce que j'adore suivre ça, les élections américaines. Je trouve que c'est, tu sais, des fois, quand on a une journée là, qui va moins bien, je trouve que c'est divertissant de regarder ça, là, tout ce qu'on entend, les choses, tout ce que Donald Trump dit, Kamala Harris dit, il se renvoie un petit peu des insultes par-ci par-là. En fait, je vous dirais, Donald Trump, peu importe qu'est-ce qu'il dit, c'est sûr qu'on va se le dire, j'aime pas le terme, mais il y a une grande gueule, ça on se le cachera pas. Mais ça reste que c'est pas un type qui est con d'une certaine façon. Il dit beaucoup de choses, mais quand il était au pouvoir, les choses allaient bien d'une certaine façon au niveau économique. C'est pas quelqu'un, c'est un homme d'affaires. Oui, il a fait peu importe les décisions qu'il a prises dans sa vie qui peuvent être des fois discutables. Ça reste que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait dans une certaine mesure. Puis moi, ce que j'ai toujours trouvé intéressant de Donald Trump, c'est que quand il était au pouvoir, il y avait moins de conflits dans le monde. Ça m'a toujours fasciné parce que c'est lui qui a rencontré certains, disons, des gens très influents dans le monde par rapport à la sphère politique. Puis il a toujours gardé une certaine relation avec eux. On s'entend, quand il était au pouvoir, il y avait moins de conflits, là, si je vous dirais, par rapport à la Russie, par rapport à la Corée du Nord. Il était quand même très présent dans cette sphère-là. Fait que je vous dirais, en grosso modo, pour résumer, il ne faut pas le sous-estimer non plus. Non, on peut dire que parler de paix, ça ne peut pas nuire parce qu'une paix, ça peut être meilleur un peu qu'une guerre, je pense, un petit peu pour la business tout court. Hein. Je pense que tout le monde souhaite ça à quelque part. Là. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis ça reste que présentement, il y a énormément de conflits dans le monde. La situation, elle ne se calme pas, elle empire de jour en jour, là, comme on a pu voir dans les derniers jours, là, Israël, le Liban. Ça, c'est des choses qui peuvent avoir des incidences économiques dans les marchés boursiers également. Tout dépend de qu'est-ce que les États-Unis, qu'est-ce que les autres nations dans le monde vont décider par rapport à ça. Financement, toutes ces décisions-là reliées aux guerres, là, ça peut avoir une incidence relative sur l'économie. Je vous dirais qu'il y a les élections, mais ça aussi, c'est quand même préoccupant. Oui, et avant de passer au sujet, parce qu'on avait un sujet à parler, mais tu vois, c'est rare que je vois ça. Oui. Mais là, c'est la presse, aujourd'hui. La presse a fait la sortie des énergies fossiles est un fantasme selon l'OPEP. Et de le voir dans la presse, je trouve ça spécial. Et encore là, je connais des firmes de placement que pour des placements de REER, donc de retraite, de fonds de retraite des gens, délaissaient volontairement des actions pétrole. Et on se rappelle qu'il y a eu même des portefeuilles qui disaient ça, c'est un portefeuille vert, vous êtes monsieur, madame, vous voulez sauver la planète, il n'y a pas de pétrole là-dedans. Moi, dans mes REER, ben oui, j'ai des actions à quelque part de pétrole, puis à date, ça n'a été pas pire, là. Donc, et c'est-tu quelque chose que tu vois? Ça, c'est l'OPEP, une déclaration de l'OPEP. Et moi, je suis d'accord avec eux autres, personnellement. Ben, c'est sûr qu'éventuellement, il va falloir qu'il y ait un
un changement de cap par rapport à tout ça, je vous dirais, d'une certaine façon, mais présentement, je vous dirais, on n'est pas là non plus. On veut vraiment que toutes les choses deviennent plus vertes, on veut l'électricité, on veut énormément de choses, mais est-ce qu'on a vraiment les ressources et la capacité de tout mettre ça en place actuellement? Ça, c'est une autre chose. Présentement, le pétrole, c'est encore, je vous dirais, ce qui mène le monde au niveau des véhicules, au niveau de tout ça. Est-ce qu'on va éventuellement amener une façon de faire qui va rendre tous les projets que les gouvernements veulent faire viables? Probablement. On n'est pas là encore, fait qu'il ne faut pas encore une fois négliger les participations dans le pétrole, dans nos actions, parce que ça reste que le pétrole mène encore le monde. Puis en étant investisseur moi-même, il ne faut pas négliger ça. C'est sûr que si dans nos façons de voir les choses, nous, on veut vraiment être vert puis on est contre ce type de pratique-là au niveau du pétrole, c'est correct. Mais quelqu'un qui veut un portefeuille performant, ben, il ne faut pas le négliger encore aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Là, on parle 100% finance, là, mais selon vos façons de voir les choses, là, ça peut varier. Ouais, donc, si vous n'en voulez pas, sortez-la de vos portefeuilles, mais ça va bouger encore, puis c'est toujours bon. De toute façon, le pétrole, on en a pour longtemps encore. Un sujet spécial aujourd'hui, peu de gens en ont entendu parler. C'est je vais le montrer aux gens, c'est un nouveau régime. Et parce que, bon, moi, je pense qu'on s'en va en récession. Ça, c'est mon opinion. J'ai vécu quelques-unes dans ma vie. Mais dans ce temps-là, il y a beaucoup de gens, des fois, ils quittent leur job, peu importe, ou ils sont mis à pied, des mises à pied, il y en a eu quelques-unes. Des gens cherchent des solutions et parfois, donc, se tournent vers les études et veulent retourner aux études. Et là, il y a un nouveau programme qui existe, qui est le régime ici d'encouragement à l'éducation permanente, REEP. Et pourquoi je voulais que je t'en ai parlé? Parce que j'ai entendu un reportage à la télévision il y a 2 semaines environ. Ça, c'est bon, c'est un programme. Puis, vous pouvez vous endetter même pour l'utiliser, tout ça, puis vous rembourserez plus tard, tout ça. Là, il y a déjà un peu peut-être ce principe du RAP qu'on appelle. Et là, ben, on a la définition. Le REEP permet de retirer des montants de vos régimes enregistrés de REER, donc retirer de l'argent de vos REER pour financer votre formation, vos études ou celle de votre époux conjoint. De fait, vous n'avez pas à inclure les montants retirés dans votre revenu et l'émetteur du REER ne prélèvera pas d'impôt sur ces montants. Et période de remboursement, généralement sur 10 ans, vous devrez rembourser les montants retirés à vos REER, APAC, APD, dans le cas du REP. Si vous ne remettez pas toute la somme prévue pour une année, vous devrez inclure la partie non remboursée dans votre revenu cette année-là. Comment tu vois ça? L'idée de s'endetter, est-ce que c'est une bonne approche pour ça un peu, là, avec un programme comme ça? Je vous dirais que quand on est vraiment mal pris, ça peut être une solution. Par contre, il y a d'autres solutions aussi. Quand on veut retourner à l'école, moi, je vais prendre mon exemple à moi personnellement. Moi, quand j'étais au cégep, j'avais pris une marge de crédit étudiante. Puis la marge de crédit étudiante me permettait de payer seulement les intérêts à la fin du mois sur ce que j'utilisais. Puis dans le temps, avec les taux d'intérêt, ils n'étaient pas très élevés. Là, il y a quelques années avant la COVID, là, je pense que ça me coûtait là, 20 $ par mois, puis j'avais à peu près 5 000 $ sur ma marge de crédit. Fait que ça me permettait de payer pas trop pendant que j'étais à l'école, puis de rembourser par la suite. Là, c'est sûr que retirer de son REER, si la personne n'a pas le choix, tu n'as pas le choix, puis c'est correct. C'est là pour ça, c'est des épargnes, puis en plus, ça peut t'éviter de payer de l'impôt. Par contre, il faut prendre en considération que on vient mettre fin d'une certaine façon à l'intérêt composé du placement. Quand on cotise. Ouais, ça, ils n'ont pas ça l'intérêt, puis prends le temps de l'expliquer aux gens parce que ça, ils n'ont pas parlé pendant l'émission. Non, ben c'est en fait l'intérêt composé, c'est qu'un avantage du REER comme le CELI, ben, c'est que l'argent généré à l'intérieur du véhicule de placement, ben, c'est libre d'impôt. Puis, ben, exemple que tu cotises 2 000 $ par année, ben là-dessus, tu fais de l'intérêt. Puis quand ton placement dort sur plusieurs années, ben c'est de l'intérêt sur de l'intérêt. Fait que, c'est ça qui est payant dans un véhicule de placement comme ça, c'est que tu génères de l'argent à l'abri de l'impôt. Mais là, quand tu retires ton argent de ton REER, ben tu retires, exemple,
10 000 la première année, 10 000 l'autre année, ben là, c'est sûr qu'après ça, il faut que tu rembourses. Fait que là, tu mets fin un peu à cet intérêt composé-là que tu cumules depuis les dernières années. Puis en plus de ça, ben, une fois que tu rembourses, ben, tu n'as plus les avantages du REER parce que ce que tu rembourses, ben, c'est plus déduit. Tu n'as plus la déduction fiscale à la fin de l'année. Il faut que tu rembourses. Puis en plus de ça, si tu veux avoir la déduction fiscale, ben, il faut que tu en remettes en plus de ton remboursement. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de sacrifices après parce qu'il faut que tu le rembourses, puis il faut que tu économises en plus. Fait que c'est beaucoup plus d'épargne que tu dois sortir de ta poche. Fait que, on vient un petit peu ralentir le processus, puis ça le dit dans le mot, le REER, ben, c'est pour la retraite. Fait qu'on vient un peu hypothéquer notre retraite, on vient la retarder encore un petit peu plus. Faut être conscient de l'impact que ça a, justement. Donc, tu perds quelque chose. L'avenir du Québec, c'est de devenir un étudiant professionnel. Wow, ça, c'est winner. Ben, et sincèrement, ça, c'est un programme nouveau du gouvernement du Canada. Puis là, on voit que les gens, le fait que la grosse chaîne en parle, ben, on sent qu'ils veulent pousser les gens vers là, effectivement. Mais c'est un endettement parce qu'il y en a en plus des jeunes familles, par exemple, ils ont pris le RAP déjà. Oui. Alors là, en plus, ils prendraient ça. Donc, c'est un autre endettement reporté, si on peut dire. Et s'ils se ramassent avec les deux, ça serait difficile en maudit. Là. Parce que là, tu as parlé d'intérêt composé. Ce qu'ils ne parlent pas non plus, ce qu'ils n'ont pas parlé, c'est l'inflation. Parce que si tu peux retirer, exemple, jusqu'à 10 000 par année civile, mais 10 000 avec le coût de la vie aujourd'hui, ton impression, 10 000, c'est assez ou pas assez pour une année, 10 000 pour un an? Ben, c'est sûr que quand on retire 10 000 le 10 000 ça ne veut pas dire que ça va te coûter 10 000 faire tes études. Ça se peut que tu utilises ça pour compenser certaines dépenses que tu ne peux pas te permettre parce que tu travailles moins. Tu retournes à l'école, fait que des fois, tu travailles à temps partiel. Fait que c'est sûr que ça se peut que ce ne soit pas assez. Si tu as un loyer, tu as du matériel scolaire à payer, tu as ton école aussi, payer vraiment pour ton frais de session ou peu importe. Ça se dépense vite, 10 000 en date d'aujourd'hui. Puis aussi, ben, souvent, les gens qui retournent à l'école et qui utilisent leur REER, ben, souvent, c'est parce qu'ils ont une situation financière qui est plus... ils ont plus d'obligations. Des fois, ils ont des enfants. Puis le REER également, ben, ça sert à bonifier les allocations familiales parce que quand on cotise dans notre REER, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça réduit notre revenu imposable. Puis à la fin de l'année, ben, quand on est conjoint de fait, ben, le revenu familial, s'il est plus bas, ben, des fois, ça peut bonifier les allocations qu'on reçoit du gouvernement. Fait qu'on vient mettre aussi un frein à ça. Fait qu'on vient perdre aussi des fois de l'argent quand on a des enfants et qu'on utilise ça pour retourner à l'école. C'est vraiment d'aller voir un professionnel pour voir est-ce que c'est la bonne chose que je fais en ce moment. Peut-être que des fois, oui, mais des fois, nous, on n'est pas là non plus pour prendre la décision à la place de quelqu'un. Si tu veux faire ça, tu peux faire ça. Mais voici c'est quoi les désavantages à ta décision. Des fois, on est là aussi pour faire réfléchir les gens aussi. Oui, mais c'est très bien parce que justement, c'est un peu ma prochaine question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais tu ne peux pas répondre. Il n'y a pas une solution unique à tout le monde. Ça dépend de chaque cas. Mais là, ce que je vois, tu vois, avec ce que tu as mentionné, ben c'est clair que les impacts de tout ça n'ont pas été évalués. Là, à la TV, ils n'ont pas parlé de ça. Donc, ça fait diminuer d'autres salaires, d'autres revenus. Ça s'ajoute au tien. Donc, ça peut être assez tannant, merci, là-dessus. Donc, je ne sais pas. Je voyais ça aller, puis vraiment, c'est de pousser les gens là-dedans. Je ne suis vraiment pas sûr. S'ils n'ont pas de conseiller financier, ça risque de jouer un tour vraiment là, solide après ça. Oui, puis il faut bien lire c'est quoi les conditions. Souvent, les gens pensent je peux retourner à l'école, fait que je peux retirer de mes REER, mais c'est un cadeau temporaire. Après ça, il faut que tu le rembourses. Il faut que tu sois au courant vraiment de c'est quoi cette possibilité-là de retirer de l'argent de mes REER, puis dans quoi je m'engage pour la suite. Parce que si on retire 20 000 ben, on s'entend, ça va prendre plusieurs années avant de le rembourser, à moins que ton cours à l'école il te fasse vraiment gagner un bon salaire. Là, mais c'est rare que quelqu'un retire 20 000 sur 2 ans, puis après ça, il le rembourse en 1 an, si on s'entend. Ça a un prix à faire. Puis en plus, il y a toujours une solution, ce que j'ai vu en cherchant un peu,
le gouvernement du Québec est là. Oui, puis on a aussi les prêts et bourses pour vous aider, donc venez-vous-en. Puis peut-être ça va rentrer dans le calcul du prêt et bourse, ça aussi, il n'en parle pas, je ne sais pas. Maintenant, les marges de crédit Banque Royale, 5 000 39$ par mois juste en intérêt fixe. Voilà, le marché bancaire change actuellement aussi avec des frais de plus en plus. Et là, ben, tu te ramasses avec une histoire de prêt. C'est pas un prêt étudiant, on peut dire que c'est un prêt avorté, mais pourquoi ce programme? Il existait déjà des prêts étudiants pour les études dans les provinces, compétences provinciales. Le fédéral s'en est mêlé avec la REP et les gens se louaient ça pour les jeunes familles, peut-être ou les retours au travail. Je ne suis pas sûr. Je ne suis vraiment pas sûr. Non, ben tout à fait. Moi, personnellement, c'est mon but dans mon travail, c'est que les gens maximisent leurs épargnes, maximisent leur potentiel en fonction de leur budget. C'est en fonction de ta réalité, c'est quel véhicule de placement qui est le plus avantageux. Tout ça dans le but de toujours maximiser tes épargnes. Ça va à l'encontre de ça parce que là, on retire les épargnes, puis même si on les rembourse, ben, il faut faire le calcul. Est-ce que c'est plus rentable que je retire mes épargnes pour après ça les rembourser? Mais là, je perds de l'intérêt sur les prochaines années. J'ai retiré beaucoup d'argent. Des fois, on n'aime pas ça, le mot dette, là, mais parfois, il vaut mieux s'endetter que de retirer ses épargnes. Si ça vaut la peine, évidemment. Oui, donc c'est un calcul à avoir. Ça prend des gens, conseillers financiers professionnels comme toi, pour bien l'expliquer aux gens, pour pas avant qu'ils s'embarquent dans n'importe quoi. Merci beaucoup. Et en terminant, la question du jour que je vais poser quasiment à chaque fois, ben, tu as le droit de te dire. Tu as 1000$ aujourd'hui à mettre en bourse. Alors, je te donne le choix de l'action DJT, le 30 médias qui a baissé aujourd'hui, l'action d'Intel qui a baissé, ou FedEx qui a remonté. Lequel des trois tu prends? Ou tu peux splitter si tu veux. Hey, voilà. Bonne question. Honnêtement, il faudrait que je prenne le temps là, de les regarder comme il faut, mais vite comme ça, en passant, je veux pas que personne aille acheter cette action-là parce que je dis ça, là, mais. Opinion personnelle. Honnêtement, j'irais peut-être pour FedEx. FedEx, oui. Peut-être pour FedEx. Honnêtement, c'est pourquoi FedEx? C'est une compagnie qui a beaucoup d'âge. Hein. Ça fait longtemps qu'elle existe. Malgré tout ce qui arrive aujourd'hui avec Amazon, les gros concurrents de ce monde-là, est encore debout et elle continue de rouler. Je pense que j'irais simplement parce que c'est une compagnie qui m'impressionne tout simplement. Elle a réussi à survivre dans le temps puis est encore debout. Elle continue à diversifier ses services. Pas parfait, mais écoute, elle est encore là malgré tout. J'irais avec FedEx. C'est bon. Puis, tu vois, c'est une question. Est-ce qu'on peut considérer FedEx comme un blue chip? Je ne sais pas. Je me pose la question. Intel, par exemple, était considéré à un moment donné comme une genre de blue chip, mais maintenant, ils prennent une dégringolade. Mais FedEx, est-ce que pourrait être catégorisé dans des types blue chips? Comme dans le temps, on ne se posait pas la question. Mettons, IBM, Bell, c'est des blue chips, c'est sûr. Tu as des dividendes. On pourrait considérer. Là, c'est sûr que je dirais FedEx. Je pense que FedEx, personnellement, va avoir besoin de faire une méga restructuration là, dans les prochaines années parce que là, les choses vont très vite. Les services de livraison vont énormément vite. Il y a beaucoup de pression. Aujourd'hui, faut être le plus rapide possible. Puis moi, ça me fascine, là, les services de livraison. Là, sincèrement, je viens de voir le commentaire de Norvolt, ça m'a fait rire. Hugo, tu peux y aller avec Norvolt, l'action n'est pas chère, effectivement. Ça m'a fait rire, ça va pas super en ce moment, là, mais. Je pense que c'est un PG, non, c'est ça. Ben oui, tu sais, FedEx, c'est sûr qu'ils n'ont pas fini. Je pense qu'ils n'ont pas fini de devoir se restructurer, mais je pense qu'ils n'ont pas fini non plus de démontrer qu'ils peuvent être encore dans la compétition malgré tout. C'est bon. Puis, quand on dit l'avenir va être Bitcoin, non, ben, Bitcoin, c'est une monnaie d'échange. Ça se peut qu'il y ait des actions transigeables à Bitcoin à un moment donné, là. Oui, ben, il commence à avoir là, de plus en plus des FNB là, à investir en crypto-monnaie. Ça commence à sortir. Ça a tellement été populaire, ça, depuis que c'est arrivé, qu'ils n'ont pas le choix de s'adapter à cette réalité-là.
C'est sûr que par contre, ce n'est pas une monnaie qui est parfaite, c'est une monnaie qui est très, très, très volatile. Je ne conseille pas nécessairement de mettre tout son argent là-dedans, pas du tout. C'est des fonds là, que tu peux mettre un certain montant, puis le lendemain matin, c'est tout le contraire qui se passe dans ton compte. Il faut faire attention, c'est tout simplement, c'est intéressant, mais il faut faire attention avec ça. Excellent, merci beaucoup. Puis peut-être l'objet de notre prochaine chronique, justement, les fonds de crypto-monnaie, parce que ça existe pour vrai. Oui, ça serait intéressant, ça. Parfait. Ben écoute, merci pour l'invitation, Daniel. J'ai super apprécié. Puis ça m'a fait plaisir, tout le monde. Je te souhaite une belle fin de journée. Bien, merci beaucoup. Et on peut te rejoindre au téléphone aussi. J'ai mis le numéro de téléphone là, qui est en bas, le numéro cellulaire 418-454-3782. Alors, Alexandre Richard, merci beaucoup. Et allez voir son profil Facebook. Alors, merci beaucoup de ta collaboration et on se reparle. Yes, merci. Bye bye. Bonne journée.